BFM Business, Intégral Placement, 100% placement. Et on accueille à présent en duplex Karl Toussaint Duvaste. Bonjour Karl. Bonjour Cédric. Bonjour. Cofondateur de Net Investissement, et vous venez nous rendre visite régulièrement pour nous parler du baromètre des placements par lequel vous auscultez finalement les réseaux sociaux, notamment Internet, pour voir un petit peu quelles sont les préoccupations des épargnants. Là, j'imagine, vu la période, qu'on doit un petit peu avoir une connotation fiscale. Alors effectivement Cédric, c'est notre marronnier de l'année. On est en pleine période de déclaration, donc forcément on va s'intéresser aujourd'hui à la thématique de l'immobilier défiscalisant. C'est un des pans très importants de la constitution d'un patrimoine pour les Français. On peut le générer avec un effet de levier bancaire et on est en pleine période de déclaration, donc on va regarder ensemble qu'est-ce qui se dit sur Internet sur cette thématique de l'immobilier défiscalisant, avec comme d'habitude 4 parties, et je vous propose de commencer par le nombre de mentions, c'est-à-dire on va regarder au cours de l'année, donc sur les 12 derniers mois, combien de fois la thématique, le sujet de l'immobilier défiscalisant a été abordé sur Internet, et on est à un chiffre de 12 000, c'est-à-dire donc 1000 par mois, avec un pic évidemment au mois de septembre et au mois d'octobre. Historiquement, comme d'habitude, ce sont des périodes qui sont encore plus actives. Avril-mai au moment de la déclaration, et puis septembre-octobre, on se réveille, on veut agir avant la fin de l'année fiscale pour réduire et optimiser ses impôts. Alors, dans cette rubrique de l'immobilier défiscalisant, j'ai regardé un peu les villes qui avaient la cote. Alors, évidemment, sans surprise, c'est Paris qui tient la tête, avec 1700 mentions qui sont faites depuis le début de l'année. Et la deuxième ville de France qui arrive tout de suite derrière, c'est Toulouse et ensuite Lyon. Mais il y a un très grand décalage entre Paris et Toulouse, parce que Paris, je vous le disais, c'est 1700 mentions, et Toulouse, on tombe à 271 mentions, 251 pour Lyon, et ensuite c'est Nantes et Angers. C'est significativement différent. C'est très significativement différent pour les questions volumétriques, mais là encore, c'est intéressant de voir que Toulouse, c'est tout de suite derrière Paris dans le classement, et après c'est la ville de Lyon. Les trois chiffres importants, les trois chiffres clés à connaître dans cet univers de l'immobilier défiscalisant. Le premier, vous en parlez souvent Cédric sur votre antenne, 449 500, c'est le nombre de logements neufs qui ont été construits en 2019. C'est toujours insuffisant, il y a toujours un manque de logements qui crée toujours cette tendance plutôt globalement haussière des prix, parce qu'il y a insuffisamment de logements qui sont mis sur le marché par rapport à la demande. Le deuxième chiffre intéressant, c'est 70 000. 70 000 euros, c'est le revenu moyen d'un foyer qui investit dans l'immobilier défiscalisant. Alors attention, ce n'est pas l'immobilier locatif classique, c'est l'immobilier qui a aussi un boost fiscal. Donc ça va évidemment du dispositif Pinel en passant par le déficit foncier, les malus, Girardin, etc. Donc, en gros, c'est un foyer qui gagne 70 000 euros par an. Le troisième chiffre que je voulais partager avec vous aujourd'hui, Cédric, c'est 5,78%. C'est le rendement brut moyen global d'un investissement immobilier en Pinel. Parce qu'il y a souvent une confusion qui est faite lorsqu'on parle d'investissement Pinel. On dit que ce n'est pas rentable. Pas forcément, on a des loyers plafonnés, grosso modo à 3,5% en moyenne. Mais ensuite, vous avez l'économie d'impôt qui est injectée dans l'investissement et qui vient doper un peu votre rendement. Et puis, comme toujours, l'effet de levier du crédit qui vient encore optimiser votre taux de rendement interne. Troisième volet qu'on aborde ensemble, les mots du moment. C'est-à-dire qu'on a un nuage de mots-clés sur le baromètre des placements qui agrège tout ce qui se dit sur la toile. Alors, il évolue en temps réel, en permanence, ce nuage évolue. Mais ce matin, quand j'ai préparé l'émission, qu'est-ce qui ressort des mots-clés dans l'univers de l'immobilier défiscalisant? C'est d'abord les lois en elles-mêmes. Pinel, Girardin qui arrive derrière, étonnamment, parce que ça concerne très peu de contribuables, le dispositif Girardin, et pourtant il est très actif sur les réseaux sociaux. Ensuite, on va retrouver le dispositif de Normandie et le Censi-Bouvard, et juste derrière le déficit foncier. Donc on est vraiment sur un nuage de mots-clés qui représente bien je veux dire, ce qui se trame sur la toile. C'est on recherche d'abord par le dispositif. Et puis ensuite, les autres mots-clés qui sortent, ce sont les noms des promoteurs, les grandes marques de promotion immobilière, les grands noms de promotion immobilière qui ressortent. On pourrait imaginer que c'était le nom d'un programme éventuellement, mais non, les Français regardent quand même l'acteur, le professionnel qui a derrière la construction de l'immobilier neuf.
Dernier point aujourd'hui qu'on va voir, et ça c'est la partie que moi je préfère, c'est le sentiment. Le sentiment, c'est-à-dire le pouls globalement positif ou négatif qu'ont les Français à l'égard de cet univers de l'immobilier défiscalisant. Alors ce qui est très intéressant, c'est qu'on a globalement un avis positif, 62% d'avis positifs sur un an, sur 12 mois glissants. Mais quand je ramène mon analyse à 30 jours, là on monte à 80%. Et 30 jours, c'est les 30 derniers jours qu'on vient de passer. 30 derniers jours où, vous le savez très bien, ça a été un petit peu mouvementé sur les marchés. Et l'immobilier, encore, c'est cette fameuse valeur refuge qui a très bien résisté pour l'instant à la crise. 80% de sentiments positifs en ce qui concerne l'immobilier défiscalisant. Et là, dans cette étude, ce qu'il y a dans ce chiffre que vous nous présentez, Karl, ce qu'il y a de très intéressant, c'est qu'il n'y a pas de côté subjectif de la question, il n'y a pas de biais de sondage. C'est vraiment la façon dont les gens sur Internet parlent, considèrent, qualifient l'investissement immobilier, c'est ça, hein? Net Investissement ne donne pas son avis, c'est une photographie qui est faite, donc elle est totalement neutre. On agrège et on collecte des millions de données sur les réseaux sociaux, sur les blogs, les forums, etc. Et toute cette data, cette donnée est agrégée dans la machine et elle la restitue. Donc c'est vraiment le pouls, c'est vraiment la tendance de ce qui se fait sur Internet par les Français. Donc il n'y a aucune proaction de notre part, c'est vraiment une analyse tout à fait rationnelle qui est faite du marché. Et c'est intéressant de constater que il y a encore, vous parliez juste avant mon intervention du moral des ménages qui n'était pas forcément au beau fixe, et bien là il y a une appétence très positive sur les 30 derniers jours sur l'immobilier défiscalisant. Donc c'est de bon augure pour l'immobilier qui pour l'instant se résiste très bien et se comporte très bien face à la crise. Et si on essaye d'en tirer quelques leçons justement patrimoniales, Karl, parce que c'est aussi tout l'intérêt de ce baromètre, de permettre de donner des clés aux investisseurs afin de mieux se positionner sur leur gestion patrimoniale. On a tous les avis qui se sont succédés au cours des derniers jours. On a des patrons de réseau, on a des promoteurs, on a des spécialistes de l'immobilier et personne n'arrive à avoir un chiffre qui ressemble au vôtre. C'est-à-dire que personne ne dit tiens, je pense à X% que c'est positif. Comment est-ce qu'on peut expliquer que sur Internet, le sentiment soit aussi favorable alors que les professionnels savent pas très bien sur quel pied danser? Et la phrase qui revient le plus souvent, c'est Cédric, Guillaume, j'ai pas de boule de cristal. Eh bien parce que les professionnels, les experts qui interviennent sur votre chaîne ont forcément une vision micro. Nous avons, Net Investissement, une vision micro qui est limitée à notre terrain de jeu, à notre champ de compétences ou simplement à notre zone de travail, notre portefeuille de clients. Le baromètre des placements analyse la globalité de tout ce qui se passe sur Internet. Donc c'est une approche qui est complètement macro, complètement globale. Et moi-même, elle est surprenante. Quand j'ai préparé l'émission, je ne m'attendais pas à un sentiment aussi positif parce que les investisseurs, qu'ils soient chevronnés ou pas, qu'ils soient avertis ou pas, ont besoin de trouver des solutions, des alternatives pour investir. Quand les marchés financiers sont en pleine volatilité, il y a des zones d'incertitude, on a peu de visibilité sur les marchés, eh bien, monsieur et madame tout le monde a plutôt tendance à se tourner vers ces fameuses valeurs refuges. Eh bien, les valeurs refuges restent l'immobilier. On est en période aujourd'hui de déclaration où on se rend compte que même si j'ai peut-être suspendu mes mensualités d'impôt pour essayer d'alléger un peu ma trésorerie le temps de passer le confinement, j'ai encore une pression fiscale qui est importante. Peut-être inconsciemment la crainte d'une augmentation d'un impôt Corona peut-être. Et donc, je l'anticipe en me tournant vers des solutions qui vont à la fois me permettre de me constituer du patrimoine et d'optimiser ma fiscalité. Et quels sont les quelques conseils justement que vous pourriez donner à un investisseur, un épargnant qui est à l'écoute et qui se dit tiens, je suis tenté par cette question d'immobilier défiscalisant. Quelles sont les bonnes questions qu'il faut se poser? On dit par exemple qu'il faut d'abord regarder effectivement la rentabilité, l'emplacement, qu'il faut vraiment étudier son dossier immobilier comme de l'immobilier et que tant mieux si après, il y a une cerise fiscale sur le gâteau. Comment est-ce que vous pourriez comme ça un petit peu cadrer le désir d'investissement immobilier d'un épargnant ce matin ?
Cédric, vous l'avez dit, c'est très important. La fameuse carotte fiscale, la cerise sur le gâteau, c'est la cerise sur le gâteau. On doit, quand on fait un investissement immobilier, respecter les fondamentaux. Je serais un petit peu plus réservé sur le rendement. Évidemment, quand je fais un investissement immobilier, le rendement est un critère important. Mais ça ne doit pas être, selon notre investissement, en tout cas selon nous, le premier critère. Ce qu'on va regarder, c'est la pérennité, la stabilité. Combien de fois, je l'ai répété sur votre antenne, que plus c'est rentable, plus c'est potentiellement risqué, parce que c'est un jeu d'équilibre fin finalement l'investissement immobilier. Donc il faut trouver le meilleur compromis entre un rendement intéressant. Je vous rappelle qu'un des objectifs du montage d'un investissement, c'est que son prêt bancaire, son financement soit le plus payé par le loyer, donc le rendement est important, mais je vais surtout regarder la profondeur de mon marché, la stabilité de mon marché. Est-ce que les 10, 15, 20 prochaines années vont m'apporter la stabilité, la sécurité, la pérennité? Ça, c'est prioritaire avant tout, et a fortiori, quand je fais un investissement immobilier à dimension fiscale qui souvent est mis en face d'obligations que je dois respecter en tant que propriétaire bailleur, de mise en location, etc., je dois m'assurer de faire mon investissement dans les meilleures conditions. Même si je vais avoir un manque à gagner de 0,5, peut-être de 1% de rendement, la stabilité de mon investissement est le gage de l'investissement réussi. Ça, c'est la première chose. Le deuxième conseil, sortez-vous de la tête de mettre de l'apport quand on fait un investissement, à part peut-être pour payer vos frais de notaire et pour faire plaisir aux banquiers, mais généralement, utilisez le levier du crédit au maximum. Les taux sont très bas, même s'ils ont un tout petit peu remonté, parce que les banques ont besoin de se remarger un petit peu, ce qui est un peu normal. On reste à des taux historiquement bas. Moi, j'ai commencé à l'époque, on vendait des taux à 4,5 ou 5%, ça se passait très bien. Donc là, endettez-vous au maximum de votre capacité, profitez du levier du prêt et laissez mécanique de l'amortissement du capital, créer la valeur patrimoniale avec pour vous en ligne de mire la stabilité en priorité devant le rendement. Et comment on choisit l'emplacement, puisqu'il compte aussi, on se contente de notre marché local proche de chez nous pour bien le connaître justement, ou bien est-ce qu'on peut partir au large? Enfin, vous nous emmenez aussi dans une autre chronique régulièrement, faire un tour de France de l'immobilier. Ça veut dire il faut savoir s'éloigner de chez soi si c'est là-bas que la meilleure pérennité se trouve, ou il faut vraiment être proche de chez soi parce que comme ça on peut gérer aussi mieux. Enfin voilà, comment est-ce qu'on se positionne pour l'emplacement? Les Français sont tous des spécialistes de l'immobilier, quelle que soit leur profession. C'est impressionnant. D'ailleurs, on a une grande appétence en France pour l'immobilier, mais on le voyait tout à l'heure. Il y a Paris, il y a 1700 mentions qui sont faites sur Paris. Paris est d'un point de vue de rentabilité, le plus mauvais endroit pour investir. En revanche, valeur refuge, immobilier très patrimonial, très fonds de portefeuille. Si je fais un investissement immobilier et que j'habite à Paris, non, je n'ai pas intérêt à investir à Paris. J'ai plutôt intérêt à me délocaliser en province. En revanche, ce qui est drôle, c'est que les Français pensent que parce qu'ils habitent à Lyon, à Grenoble ou à Nantes, ils connaissent leur ville. Bien souvent, ils ne la connaissent pas. Ils l'aiment, ils l'ont dans le cœur, ils connaissent éventuellement le prix de leur maison et ça les projette dans une connaissance qu'ils imaginent du marché. L'immobilier, l'investissement immobilier repose sur des critères froids. Effectivement, je le dis dans l'intervention du Tour de France. Dans les critères, on va regarder tout un tas de critères qui vont bien au-delà de ces critères personnels et du rendement. Ce qu'on doit regarder notamment, c'est ce qu'on appelle la profondeur du marché. Je le répète souvent, c'est est-ce que j'ai une demande locative installée, forte, continue, et en face, est-ce que j'ai dans ma ville des transports, des grands projets urbains, un développement à 10 ou 15 ans, parce qu'il ne faut pas oublier que son investissement immobilier se fabrique jour et jour, mais on le constate effectivement le jour où je vais le revendre. C'est-à-dire que le cash out, le capital récupéré, il se fait au moment de la cession. Donc si j'ai bien vérifié tous ces paramètres-là, eh bien je sécurise mon investissement. L'obsession pour le rendement seul, c'est un peu l'arbre qui cache la forêt, il est à prendre en considération, mais attention au piège de ne pas se laisser absorbé uniquement par le rendement. Merci beaucoup Karl Toussaint Duvaste et Net Investissement pour ce baromètre des placements que l'on retrouve bien évidemment chaque mois au cœur d'Intégral Placement. Très bonne journée Karl et à très bientôt.